L'assurance vie est le produit phare pour faire fructifier son argent, pour préparer la transmission, pour même préparer sa retraite. Elle est commercialisée par de nombreuses institutions, des banques, des assureurs, aussi des conseillers financiers. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, l'assurance vie n'est peut-être pas le produit si idéal qu'il n'y paraît, quels sont tous les détails qui concernent l'assurance vie, tous les détails qui ne sont pas concernés dans les brochures? En tant que gestionnaire de patrimoine, je sais très bien que moi-même et mes collègues, on commercialise des assurances vie. Mais qu'est-ce qu'on vous dit pas justement sur ce produit-là? Et comment en tirer parti vraiment à 100%. Tout d'abord, les frais. Et grâce à l'AMF, on peut faire aujourd'hui des simulations pour voir en termes de frais et en termes de performance de ce que rapporte l'assurance vie, combien on aurait à y gagner, combien on aurait à y perdre. Lorsqu'on parle de frais, c'est intéressant de voir les gains qu'il y a derrière. Comme je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, lorsqu'on va faire un rendez-vous avec un particulier, moi je remarque deux types de profils. Le premier profil, c'est « Ok, c'est très bien ce que vous proposez, combien ça va me coûter ?» Et en général, ce profil-là ont des résultats un peu mitigés ou alors galèrent dans leur réussite professionnelle ou même patrimoniale. Ensuite, j'ai le deuxième type de profil qui me pose la question combien ça va me rapporter par rapport à ce que ça va me coûter. Et elle est là la différence. C'est que si vous ouvrez une assurance vie et qu'aujourd'hui vous avez 3% de frais sur l'ouverture de l'assurance vie et vous dites c'est énorme 3%, mais qu'à côté elle vous rapporte 15%, au final, vous êtes gagnant. Avoir des frais, ce n'est pas grave, mais ce qu'il faut prendre en compte dans l'assurance vie, c'est combien ça va me coûter, donc calculer les frais par rapport à ce que ça va me rapporter. Est-ce que ça vaut le coup de payer des frais si ça me rapporte que 3%? Et on a aussi des assurances vie qui ont des frais de gestion, donc aux alentours de 1% par an, et ça aussi, il faut les compter dans le calcul de la performance. Le deuxième point, ça va être la faible rentabilité des assurances vie classiques. Je m'explique. Lorsque tu vas ouvrir une assurance vie chez ton assureur ou chez ta banque, je te l'ai dit tout à l'heure, tu auras un rendement de 2, 3%, 4% exceptionnellement, mais voilà, c'est pas assez. 4%, ça te suffit? Non, ça suffit pas. Donc pourquoi payer des frais pour quelque chose qui va te rapporter 4%? Et le pire, c'est que des fois, même le rendement de l'assurance vie ne dépasse pas le niveau d'inflation, et ça c'est terrible. Dans ce cas-là, ça sert à rien d'investir. La majorité des personnes aujourd'hui ont peur du risque par rapport aux assurances vie. Elles voient en l'assurance vie un placement risqué, un placement boursier, un placement qui peut varier et faire fructifier l'argent, mais aussi faire perdre beaucoup d'argent. Donc ça, c'est une idée reçue. Pourquoi? Parce que dans l'assurance vie, on a deux types de supports. On a les fonds euros, en majorité constitués d'obligations françaises, avec un capital et un rendement garanti. Et la majorité des personnes se dirigent vers ce fonds euro parce que pour elles, c'est la sécurité. Qui dit capital garanti dit faible rendement. Donc il faut savoir où mettre la jauge. Et on n'est pas obligé de mettre 100% de son capital sur un fonds euro. On peut diversifier, on peut mettre 30% sur du fonds euro, 70% ailleurs. Et le ailleurs, qu'est-ce que c'est? Ça va être les unités de compte. Dans les unités de compte, on aura des actions, des obligations, on aura des titres indexés sur l'inflation. On aura différents types d'actifs, différents OPCVM. Donc là, on va rentrer sur les marchés financiers plus concrètement et pouvoir investir et diversifier sur des actifs qui vont rapporter beaucoup plus de performance et aussi beaucoup de diversification. Pourquoi certains perdent sur les marchés financiers? Parce qu'ils investissent tout dans une catégorie d'actifs. L'actif dans lequel on va investir n'est pas un bon ou un mauvais investissement. Le bon ou mauvais investissement, c'est vous qui allez le faire. Dans l'assurance vie, il y en a qui font du 20% par an, et alors qu'il y en a d'autres, ils font du 2, voire 1% par an, voire il y en a qui perdent. La gestion du risque. Pas mal de facteurs ici. Mais tout ça pour dire que l'assurance vie n'est pas un bon ou un mauvais support par rapport aux objectifs d'investissement, mais c'est juste un support comme un autre. Et c'est à vous de bien savoir comment l'utiliser. Si jamais vous voulez bien l'utiliser, mais voilà, vous savez pas comment faire, je vous invite à prendre un rendez-vous, mon lien Calendly est dans ma description. Le troisième point, c'est la fiscalité qui est mal comprise. On a un avantage fiscal au bout de 8 ans. Au bout de 8 ans, on peut retirer une certaine somme d'argent tous les ans avec un abattement qui est intéressant. Attention aux prélèvements sociaux. L'assurance vie, c'est un actif qui est liquide, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut récupérer son argent. Il est disponible sous 48 heures, 72 heures, peut-être une semaine quand les délais sont pas respectés. Mais voilà, c'est de l'argent liquide. C'est un investissement liquide ou de l'épargne liquide, ça dépend sur quel type de support. Parce que l'assurance vie peut être de l'épargne si on investit tout en fonds euros, mais ça peut être aussi un support d'investissement si on investit en majorité dans les OPCVM. Il faut prendre en compte que lorsqu'on va retirer des fonds sur son assurance vie, bien sûr, on va être taxé dessus. On aura l'impôt à payer sur la plus-value, plus les prélèvements sociaux. Sauf si on a atteint les 8 ans, et donc là on en aura un abattement. Et même en prenant en compte l'abattement, on aura toujours les prélèvements sociaux. Donc voilà tous les points sur lesquels il faut faire attention par rapport à l'assurance vie. Mais c'est quand même un outil très puissant et on va voir comment optimiser cet outil au maximum de son potentiel. Premier cas pour les transmissions, parce que l'assurance vie est un moyen de pouvoir transmettre jusqu'à 152 500 € aux bénéficiaires de notre choix.
sans payer de droits de succession. Le bénéficiaire peut être notre enfant, ça peut être un ami, ça peut être un cousin, ça peut être un proche, quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre lignée familiale et il va quand même payer 0 droit de succession sur les 152 500 premiers euros versés. Et pour les personnes qui se disent, bah tiens, c'est dommage, moi j'ai que de l'immobilier, si aujourd'hui je transmets un bien immobilier à mon héritier ou au bénéficiaire de mon choix, il va payer des droits de succession. Si l'objectif c'est qu'il récupère cet argent en numéraire, une idée serait de vendre le bien immobilier, récupérer les capitaux, les réinvestir dans une assurance vie et de désigner le bénéficiaire de votre choix. Comme ça, si vous vendez votre bien immobilier 400 000 euros, vous savez que sur les 400 000 euros que vous allez récupérer, vous allez placer tout ça sur une assurance vie. Les droits de succession ne seront plus calculés sur les 400 000, mais seront calculés sur 247 500 euros, soit presque une diminution de 50%. Deuxième point positif, c'est la flexibilité et aussi la diversification. L'assurance vie est un excellent support pour diversifier. Il y a beaucoup plus de moyens de diversifier avec une assurance vie qu'avec un PEA. Le PEA est une excellente solution, mais on peut pas trop diversifier sur un PEA. Je m'explique. On peut diversifier au niveau des actions, au niveau des ETF, il n'y a pas de problème. Mais avec les assurances vie, voilà, on peut investir dans des obligations et d'autres types d'actifs que le PEA n'offre pas. Et le troisième point positif de l'assurance vie, c'est la protection en cas de décès. Et ça, peu de personnes le savent. Grâce à l'assurance vie, on peut assurer une partie de notre capital à nos proches en cas de décès prématuré. Pour conclure, est-ce que l'assurance vie est vraiment une arnaque? Eh ben, en fait, non. Ça l'est pas si jamais on l'utilise intelligemment. Donc si vous souhaitez ouvrir une assurance vie ou que vous en avez déjà une, il faut réfléchir à pourquoi je l'ai fait ou pourquoi je devrais le faire, quels sont mes objectifs, pourquoi je dois le faire, comment le faire et pour qui le faire.